Info, une antenne un petit peu modifiée aujourd'hui, vous le voyez, puisque nous avons suivi en direct le discours de Jean-Luc Mélenchon qui réunissait ses partisans à la Défense. Il s'exprimait donc pour montrer qu'on peut faire l'union par la base, a-t-il dit, à défaut de la faire avec les autres prétendants de la gauche à l'Élysée. Nous allons commenter ce discours avec nos invités. William Tay, bonjour. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire, et Luc Graff, politologue. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Deux grands discours aujourd'hui, puisqu'on va commenter celui-ci en attendant celui d'Éric Zemmour, qui lui a donné rendez-vous à ses militants à Villepinte. Évidemment, on suivra ça également en direct sur notre antenne. Voilà, alors d'abord un long discours donc, de Jean-Luc Mélenchon, qui lance véritablement la campagne. Jean-Luc Mélenchon très inspiré aujourd'hui, Luc Graff. Tout à fait. Jean-Luc Mélenchon, il a le mérite qu'il ne nous surprend pas. C'est pas un perdreau de l'année, permettez-moi l'expression qu'il aurait pu prendre d'ailleurs comme usage pour se décrire. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc à la fois il est sympathique par sa générosité, il évoque des vraies questions, la question sociale dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps sur les plateaux et dans les débats actuellement, la question de la démocratie avec sa 6e République. Donc c'est vrai qu'il a cette capacité à identifier des sujets. Après, on connaît Jean-Luc Mélenchon, il a un petit côté Georges Marchais, année 2020-21, dans ce sens où il nous refait toujours le coup du public contre le privé, des riches contre les pauvres. J'ai retenu cette phrase: nous allons faire payer ceux qui ont profité de la crise pour ceux qui n'en ont pas profité. C'est toujours un petit peu la caricature. Ceci dit, chacun dans le débat politique peut apporter quelque chose. La question de la démocratie a été évoquée par lui et ça, c'est tout à fait intéressant. On va revenir évidemment sur les différentes thématiques évoquées. William Tay aussi avec une scénographie très colorée, avec des mots mis en évidence, des propositions aussi, le SMIC à 1400 €. C'est un beau lancement de campagne pour Jean-Luc Mélenchon, selon vous? Jean-Luc Mélenchon est un des hommes politiques les plus doués sur la forme. C'est-à-dire qu'en termes de tribun, en oratoire, vous l'avez rappelé, au niveau de Georges Marchais, ou même il s'est inspiré beaucoup de François Mitterrand en 1980, dans les mots, dans la scénographie, dans la façon de se positionner. Et puis sur la scène, il nous avait épaté en 2017 en faisant un des premiers, un discours holographique. Donc 2 discours en même temps. Donc il a toujours été innovant dans les méthodes de campagne. Mais après, la difficulté de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la forme, c'est plutôt le fond. D'une part parce qu'il il joue plutôt une tactique de s'imposer à gauche, donc de reprendre des thématiques classiques, le service public, les dépenses publiques, augmenter les impôts, reparler d'écologie. Donc il est sur des thématiques très classiques et il peut s'imposer à gauche dans la mesure où Anne Hidalgo est en train de chuter dans les sondages et que Yannick Jadot n'arrive pas à décoller parce qu'il est en patinée avec, depuis la primaire Europe Écologie Les Verts, avec Sandrine Rousseau, auquel il n'arrive pas à donner une dynamique à sa campagne. Donc il joue sur cette thématique pour s'imposer à gauche. Après, est-ce que ça suffira pour aller plus loin et éventuellement espérer une qualification au second tour? Là où il avait été impressionnant en 2017, c'est qu'il avait repris des thématiques qui n'étaient pas chères à la gauche, mais qui s'inspiraient plutôt de de Chevènement, Jean-Pierre Chevènement. Sur la question de la souveraineté, c'était pour ça qu'il était passé de 10 à 20%. Aujourd'hui, comme il reste sur un discours très classique, il n'arrive pas à élargir sa base électorale et sa difficulté, ça va être éventuellement de reprendre des thématiques autres sur lesquelles il pouvait se relancer pour essayer d'élargir sa base. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il a un problème d'image. Depuis son affaire La République, c'est moi, son image s'est entachée au niveau de la présidentialité, au niveau de l'inquiétude des Français. Et donc, du coup, des gens de gauche pourraient se dire qu'il n'a aucune chance de se qualifier au second tour et préférer une personnalité plus consensuelle comme Yannick Jadot. Et pourtant, vous l'avez rappelé, il avait fait près de 20% des voix à la présidentielle de 2017, échouant aux portes du second tour. Luc Graff, vu l'état de la gauche actuelle, est-ce qu'il n'a pas finalement plus de chances que jamais pour 2022 ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon peut dépasser sa fonction tribunicienne? En réalité, c'est l'héritier du Parti communiste des années 70-80 qui faisait autour de 20%, 15%, etc. Donc, est-ce qu'il a cette capacité à déplacer le curseur? C'est pas évident parce qu'il a un côté, quand même un peu connu, un peu usé. Donc, s'il arrive à se renouveler, peut-être qu'il peut être le leader à gauche. Mais vu l'état de la gauche, ça va quand même être difficile pour lui d'arriver au second tour.
Ah, pourtant on dit que la gauche incarnée par Anne Hidalgo, là, dans les intentions de vote, elle est à des pâquerettes, excusez-moi l'expression. Oui, bien sûr, il est mieux placé que Madame Hidalgo, je vous Mais confirme. selon vous, ça peut ne pas suffire. Ça va être compliqué. L'enjeu, c'était très bien dit lors d'un débat précédent sur CNews, c'était très bien dit, c'est l'enjeu en réalité sur les programmes, on comprend plus grand-chose, ils sont tous un peu humains, tous en voulant défendre la France, vous avez vu la Marseillaise là chez Mélenchon, les couleurs bleu, blanc, rouge partout, quels que soient les meetings, mais la question c'est la personnalité. Or, Jean-Luc Mélenchon, qui est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est celui qui dit « je suis la République » et qui s'oppose aux policiers qui viennent chez lui? Ou est-ce que c'est l'humaniste qui parle des gens qui sont dans la difficulté, etc. On ne comprend pas bien qui est Jean-Luc Mélenchon. C'est un humaniste ou c'est un tribun clivant qui cherche à tout prix à se faire remarquer? Tribun clivant, en tout cas, qui essaye de se démarquer des autres candidats, et notamment d'Éric Zemmour, même si vous allez me dire sur le papier des idées, c'est pas très difficile, mais vous allez entendre, on va écouter un premier extrait de Jean-Luc Mélenchon qui dit que non, la France n'est pas d'extrême droite. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. Voilà, allusion à Éric Zemmour. Ce qui est intéressant aussi dans ces deux discours du jour, c'est qu'on a là deux candidats qui veulent tous les deux incarner la rupture, évidemment, pas du tout de la même façon. Non, pas du tout de la même façon. Et la difficulté qu'ils ont pour eux, c'est qu'ils ont... Premièrement, c'est qu'ils sont plutôt dans le passé plutôt que sur une projection de l'avenir en prenant des recettes qui dataient pour Jean-Luc Mélenchon de 1981 et le programme commun de François Mitterrand. Et Éric Zemmour dit clairement qu'il s'inspire du RPR de l'époque Charles Pasqua et du général de Gaulle. Et dans les difficultés, c'est qu'ils n'arrivent pas à se projeter. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à étendre leur champ électoral. C'est le premier point. Le deuxième point, pour Jean-Luc Mélenchon, sa difficulté, c'est qu'en fait, il est dans le déni du réel. Les remèdes qu'il proposait en 1980 étaient pertinentes parce qu'on était sur un cycle qu'on appelle keynésien, donc sur un cycle de dépenses publiques, augmentation des impôts, etc. Là, il propose une augmentation des dépenses publiques et une augmentation des prélèvements obligatoires. Mais la France est déjà le pays qui est record des prélèvements obligatoires et des impôts dans tous les pays de l'OCDE. Et en termes de dépenses publiques, on est déjà à 62-65% de dépenses publiques avec la crise sanitaire. S'ils veulent à 75-85%, c'est-à-dire qu'ils battraient le record de l'URSS dans les années 80-90. Il n'irait sans doute pas jusque-là. Ça paraît très, très compliqué. Et il n'explique pas comment on crée de nouvelles richesses et comment on fait pour rendre notre modèle social plus efficace. Parce que le modèle social, par exemple notre modèle de santé, avait été jugé comme l'un des meilleurs modèles avant la crise sanitaire, mais il n'a pas tenu le choc par rapport à la crise sanitaire. On a vu les hôpitaux rapidement saturés, alors que nous dépensons les mêmes niveaux de PIB par habitant par rapport à l'Allemagne. Et pourtant, notre hôpital a moins bien tenu que celui de l'Allemagne. Notre école, on dépense des dépenses publiques records en termes de dépenses par habitant sur l'éducation, mais malgré tout, notre baisse au niveau scolaire est assez importante. Et donc, du coup, on a une difficulté. C'est ce que Emmanuel Macron avait rappelé il y a 3-4 ans, en disant on dépense de plus en plus d'argent, mais malgré tout, il y a de plus en plus de pauvres. Donc la question, c'est pas comment on fait pour augmenter le nombre de moyens par rapport à un modèle qui ne fonctionne plus, c'est comment on fait pour réinventer un modèle. Et là, c'est là où, normalement, un discours de gauche devrait être pertinent sur comment mieux rééquilibrer notre modèle de redistribution, comment on fait pour refonder notre modèle social et quel est le nouveau pacte républicain. Et enfin, je mettrai un quatrième point où c'est d'habitude la gauche qui porte ces thématiques-là. On a vu une évolution du monde du travail avec l'apparition du télétravail et le bousculement qui était lié au confinement, couvre-feu, etc. Et comment il imagine la nouvelle société du travail à l'heure du numérique, à l'heure du télétravail, au XXIe siècle. Et sur tous ces éléments-là, il n'a aucune réponse. Sur cette idée de rupture, hein, tout comme Éric Zemmour, mais incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors c'est très intéressant parce que tout le monde parle de rupture, même Valérie Pécresse. Exactement. Donc, une franche rupture, a dit Valérie Pécresse hier. Rupture partout. En réalité, ce qu'on observe, c'est que tous les candidats font appel à des valeurs du passé, comme le disait très bien William. Et donc, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'on voit bien qu'ils ont du mal à imaginer l'avenir pour la France. Or, il y a quand même... Alors, excusez-moi, je vous coupe le gars parce qu'on va retrouver sur place à la Défense Florian Tardif qui est en compagnie d'Alexis Corbière.
Oui, effectivement, je suis en compagnie d'Alexis Corbière alors que le meeting de Jean-Luc Mélenchon vient de se terminer. Alexis Corbière, on a senti Jean-Luc Mélenchon dès le début de son allocution installer un rapport de force, notamment avec Éric Zemmour qui tient son premier grand meeting aujourd'hui, et un rapport de force contre l'extrême droite. On a entendu même des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon scander juste avant l'allocution du candidat de la France Insoumise: résistance, résistance. Oui, un rapport de force évidemment avec l'extrême droite, toute candidature confondue, avec Madame Pécresse aussi. Jean-Luc Mélenchon a demandé un débat avec Madame Pécresse parce qu'il faut débattre, et il a aussi interpellé Emmanuel Macron en lui disant maintenant il faut que vous vous déclariez candidat car ça suffit cette vraie fausse candidature. Là, Macron fait campagne avec de l'argent public en quelque sorte alors qu'il devrait l'annoncer. Je rappelle qu'il y a 5 ans, le 17 novembre, il avait annoncé sa candidature. Donc voilà, là, comme il l'a dit, la pièce est en place, tous les acteurs sont présents, hormis Macron. Mais la plus belle démonstration aussi de force et de résistance, comme vous l'avez dit à Zemmour, c'est le nombre que nous étions aujourd'hui. Beaucoup de gens, on l'avait vu, une salle pleine, beaucoup de gens dehors. Moi j'ai plein de messages d'amis qui n'ont pas pu rentrer, à la fois mécontents et très heureux que le meeting soit un succès. Et il faut cultiver l'enthousiasme aux gens comme nous, qui sont les partageux, les gens de gauche. On peut gagner. Il faut arrêter de dire que c'est perdu d'avance, ça n'est pas vrai. Regardez cette force qui est là, et le propos de Mélenchon est une invitation à se mobiliser tous. Il l'a dit, les seules batailles perdues d'avance, c'est celles qu'on ne mène pas. Alors amis qui m'écoutez, arrêtez de cultiver la morosité, on peut le faire. On l'a fait il y a 5 ans. Si on refait ce qu'on a fait il y a 5 ans, 7 millions de voix, 19%, on peut être au second tour. Ça vaut le coup. Donc l'union populaire, des meetings comme cela, il y en aura d'autres, notamment un qui est le 15 janvier. Et puis bon, beaucoup de bonne humeur aussi de se retrouver. La dynamique est définitivement lancée aujourd'hui alors que le candidat plafonne dans les sondages autour de 10%. Il peut justement dépasser ce plafond, plafond de verre. J'aime pas utiliser l'argument des sondages, mais celui des sondages, prenons-le. Ça, il y a 5 ans, j'étais porte-parole de Mélenchon. Au même moment, même date, on était à 12% dans les sondages. Donc si on prend les sondages d'aujourd'hui, plus les 2 points du Parti communiste qui étaient avec nous, on est à peu près à la même chose. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, surtout, la moitié de nos concitoyens n'ont pas fait de choix. Ces millions d'abstentionnistes, c'est des milieux populaires. Nous, on mène campagne dans les quartiers, porte à porte, etc., pour aller les convaincre par des idées, par des programmes, pas par des images. Donc faire campagne, ça peut changer les choses. Je le répète, la seule bataille perdue d'avance, c'est si on ne fait rien, c'est si on s'auto-démoralise, et pardon de le dire, si on fait le jeu de Macron en disant en gros on peut plus rien faire. Moi je suis pas d'accord, et tous les gens réunis ici partagent l'idée qu'on peut écrire une nouvelle page de l'histoire, pas celle qu'on nous annonce, pas ce second tour extrême droite ou extrême libéralisme. Voilà, ça dépend de nous, et je veux dire, le meeting d'aujourd'hui était une nouvelle étape pour cette campagne, et j'invite chacun à s'en mêler. Voilà, on a 3 mois maintenant, et à chacun d'écouter les programmes, d'écouter bien sûr le nôtre, et de faire le meilleur choix pour le pays. Merci beaucoup Alexis Merci Corbière. à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Et merci beaucoup Florian Tardif en direct de la Défense avec Solène Boulan. C'est intéressant ce que disait Alexis Corbière en parlant aussi des abstentionnistes. On cherche des voix partout d'ailleurs, quel que soit le candidat. Il faut aller chercher ceux qui ont arrêté de voter aux dernières élections, même si on sait que le scrutin présidentiel en général attire un petit peu plus. Il faut aller chercher, d'après Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon aussi, ceux de la France de la peur de tout, c'est-à-dire ces Français qu'on inquiète sur tous les sujets. Ça s'est senti ça dans son discours, finalement, aller grappiller des voix un petit peu partout et pas qu'à gauche. Alors c'est intéressant parce que c'est effectivement la question de l'abstentionnisme qui est moindre sur l'élection présidentielle, mais qui existe et qui, semblerait-il, a de beaux jours devant lui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on le voit bien là à l'instant, c'est quand même un peu encore le clivage. Par exemple là, le camp du progrès contre ceux qui veulent rien changer. On l'a entendu à travers le propos. Et en fait, les vraies questions en fait sont pas posées. Comment on va vivre ensemble ? Quelle est cette société qu'on veut demain ? Sur quelles valeurs ? Les valeurs un peu cocardières ou les valeurs moins cocardières? Sur quelles valeurs? Quelle est la place du dialogue dans la République? On a un peu l'impression actuellement qu'on est dans une sorte de 110 mètres haies et chacun est dans son couloir avec des obstacles en essayant d'arriver le premier au bout. Mais c'est pas ça la France. La France demain, elle va devoir se donner la main. C'est toutes les populations ensemble qui vont devoir aller dans le même sens. C'est plus un relais qu'un 110 mètres haies. Alors qu'on attend d'ici quelques instants le début du discours d'Éric Zemmour en direct du Parc des Expositions de Villepinte. Sur la question des dates, c'est vrai qu'on sait qu'Éric Zemmour voulait attendre, on va dire, de connaître le candidat Les Républicains. On se doutait que cette date n'était pas choisie au hasard. Finalement, ça tombe aussi le jour d'un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, William Tett, tout ça est calculé? Ça tombe bien, c'est son vieil ennemi, Jean-Luc Mélenchon. Ils ont souvent débattu ensemble et puis ils incarnent en fait deux visions face à face, gauche contre droite, les plus
radicale possible. La difficulté pour Éric Zemmour maintenant, c'est d'avoir une nouvelle dynamique. Et je ne sais pas si se prononcer après le candidat LR lui permettra de renclencher cette dynamique. Dans la mesure, en fait, où la question qui est posée à Éric Zemmour, c'est est-ce qu'il est capable d'incarner la fonction présidentielle et est-ce qu'il est capable de devenir président de la République. Il a trois difficultés. La première, c'est qu'il a un taux de rejet qui est le plus important que celui de Marine Le Pen. Donc, dans le cas d'un second tour face à Emmanuel Macron, ce serait très compliqué pour lui. Le deuxième point, c'est qu'il n'arrive pas à projeter la France dans le 21e siècle. Il est sur un programme de conservation. Il a parlé de protéger et de sauver la civilisation française, mais il n'a pas dit ce qu'il voulait faire et ce qu'était sa vision de la civilisation française au 21e siècle. Et enfin, le troisième point, ça va être une question de crédibilité en termes de politique publique et en termes de pouvoir faire de ce qu'il a dit. C'est aussi aujourd'hui son premier grand rassemblement en tant que candidat, puisqu'on ne l'a su qu'il y a seulement quelques jours. Voilà, alors c'est un rendez-vous très important pour Éric Zemmour et pour le débat politique en France, parce qu'en réalité, ce qu'il faut mesurer à travers son intervention aujourd'hui, c'est de quelle patte humaine est-il fait. Il nous parle de civilisation, il nous parle de la France, mais tout ça ne peut pas être désincarné. Quel est l'homme qu'il y a derrière? Est-il humain ou est-il autre chose? Et l'enjeu, c'est aussi ça aujourd'hui. On a parlé d'un essoufflement de la campagne d'Éric Zemmour ces derniers temps. Est-ce qu'un grand meeting comme celui-là, avec un changement de lieu, officiellement dit le camp Zemmour, pour accueillir plus de partisans, va lui redonner une dynamique? Alors, un meeting rapporte 0 voix en plus, toutes les études d'opinion le montrent. Par contre, peut effectivement insuffler un nouvel élan dans une campagne présidentielle. Tout à fait, l'histoire le montre. Un grand meeting peut d'abord renforcer ses bases. En politique, c'est important de renforcer ses bases pour mieux conquérir. Donc tout à fait, un meeting peut avoir son importance. Est-ce que la nomination maintenant officielle de Valérie Pécresse pour l'investiture Les Républicains change quelque chose pour Éric Zemmour, selon vous, William Tay? Je ne suis pas sûr que ça l'arrange. Ce qui l'aurait arrangé, c'est d'affronter quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui ne prenait pas les mêmes thématiques. Mais à partir du moment où Éric Zemmour a repris l'essentiel du programme de François Fillon, mais que Valérie Pécresse avait le programme de François Fillon et Éric Ciotti avait le programme de François Fillon, et Emmanuel Macron reprend les réformes économiques de François Fillon. En fait, ils se battent tous sur l'électorat de François Fillon, mais l'électorat LR est l'électorat le plus légitimiste. Donc il est celui qui est le plus difficile à chercher. Éric Zemmour, sa réserve de voix est plutôt du côté de Marine Le Pen, mais pour ça, il arrivera à conquérir les électeurs de Marine Le Pen s'il s'adresse aux électorats intermédiaires et populaires qui ont été ravagés par la crise financière de 2008 et par la crise sanitaire qui a engendré une crise économique et sociale. Et sur ces éléments-là, c'est pour ça que je pense que c'est une question de fond. C'est est-ce qu'il arrivera à mettre en avant et imposer des thématiques économiques et sociales dans le débat public auquel il sera jugé comme le plus pertinent et le plus crédible pour porter ces domaines-là. Je parlais tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon avait réussi à poser la question de la souveraineté. Est-ce qu'Éric Zemmour posera une question de protection par rapport à la mondialisation sur la question de la souveraineté? Est-ce qu'il posera la question du travail et de la protection des travailleurs français notamment qui font face à une baisse de pouvoir d'achat? Et c'est toutes ces questions-là sur lesquelles il pourrait se relancer. Alors on va aller prendre le pouls un petit peu de l'ambiance justement au parc des expositions de Villepinte, retrouver Gauthier Lebret qui suit donc ce rassemblement d'Éric Zemmour. Bonjour Gauthier, donc premier grand rassemblement de campagne pour celui qui est désormais officiellement candidat, un discours dans lequel il devrait dévoiler le nom de son parti. Qu'est-ce que je vais faire ? Oui, on le connaît déjà, le nom de ce parti, Barbara. Il s'agit de Reconquête qui sera donc dévoilé officiellement, vous l'avez dit, dans quelques minutes. Un premier intervenant est en train de parler. Il y a une vidéo qui a fait le résumé de sa pré-campagne, de son Tour de France qui vient d'être diffusée. Et il y a eu un moment assez tendu il y a quelques instants. Des journalistes de Quotidien ont été exfiltrés par le service d'ordre des équipes d'Éric Zemmour car il se faisait huer par plusieurs dizaines de personnes. Éric Zemmour qui va donc prendre la parole pendant 1 heure devant ici 13 000 personnes. 13 000 personnes. Ce chiffre vient d'être annoncé par Olivier Hubeda qui organise les meetings pour Éric Zemmour. Discours d'1 heure donc d'Éric Zemmour. Et parmi les personnalités présentes, eh bien, on peut citer Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson ou encore l'ancienne figure des Gilets jaunes, Jacqueline Moreau. Merci beaucoup Gauthier Lebret, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. C'est vrai qu'il y a eu aussi des désistements dans les personnalités qui devaient assister, entourer en tout cas Éric Zemmour aujourd'hui. Ça portait préjudice à sa campagne selon vous, Luc Gras, ou finalement une personnalité en remplace une autre et puis alors en fait en politique ce ne sont pas les têtes d'affiche qui font la victoire. C'est clairement si Zemmour arrive à se transcender et à être justement cette dimension
attrayante qu'il pourrait avoir s'il était plus humain. C'est là que ça se joue, qu'il y ait Madame Boutin ou pas, ça bouge pas une voix sur l'échiquier politique. William Tay, vous partagez cette analyse? Je pense que On va parler par exemple de Philippe de Villiers, qui est moins présent. Ça, c'était une figure importante pour Éric Zemmour. Je pense que la difficulté qu'a Éric Zemmour, il rencontre la même difficulté que Macron il y a 5 ans, dans la mesure où ils sont des candidats jugés anti-système, en tout cas ils se prétendent anti-système, et qu'en fait ils doivent être crédibilisés par la classe politique existante pour incarner la fonction présidentielle. Ce qui a permis et ce qui a fait la bascule de la victoire d'Emmanuel Macron, c'est 2 éléments. C'est les affaires de François Fillon et le ralliement de François Bayrou avec les différentes classes politiques qui lui ont permis de dépasser François Fillon à partir de février, qui lui ont inscrit sa victoire. La difficulté pour Éric Zemmour, elle est double. Un, il doit monter dans les sondages pour incarner une potentialité de victoire, parce que si il peut incarner une victoire, les gens viendront à lui. Et deuxième chose, il doit incarner des rassemblements et des personnalités qui viennent à lui, que ce soit des Républicains ou que ce soit du Rassemblement national, qui marqueraient une forme de dynamique et qui lui permettrait d'envisager une qualification au second tour en vue d'affronter Emmanuel Macron. Oui. Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques le système de bande-wagon, c'est-à-dire que les gens aiment rejoindre celui qui semblerait pouvoir gagner. Donc ça, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire que s'il y a un frémissement pour un candidat, d'ailleurs on l'avait vu un peu avec Zemmour avant qu'il soit candidat, là les gens peuvent être intéressés. Et par exemple dans les électorats Le Pen ou Ciotti potentiels, si vraiment Zemmour était en situation, il pourrait rejoindre le train en marche. Le bande-wagon, c'est en sciences politiques, ça veut dire on prend le train en marche de la victoire. Alors là, ça peut être tout à fait exact. Est-ce qu'il va réussir à mettre ça en place? Par contre, les têtes d'affiche, moi, je ne crois pas du tout que ce soit décisif. Ce qui compte, c'est l'opinion publique dans son rapport sous la Ve République avec le futur éventuel président de la République. C'est vraiment une élection, le charisme exactement, le lien entre un homme et le peuple. Tout le reste est moins important. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a justement ce peuple qui s'est senti divisé. Certains se disent Marine Le Pen ou Éric Zemmour aurait pu aller vers Éric Ciotti au sein des Républicains si ça avait été Éric Ciotti. Il y a ça qui se joue aussi aujourd'hui pour Éric Zemmour, aller convaincre ceux qui étaient tentés par d'autres candidats. Bien sûr. Vous savez, il y a quelque chose d'absolument essentiel si on veut comprendre la vie politique française, c'est 2002. 2002, c'est la fin du RPR et de l'UDF, la droite orléaniste et la droite bonapartiste qui occupaient tout le champ de la droite. À partir du moment où on crée l'UMP, sorte de vision orléaniste des choses, eh bien, le terrain n'est plus occupé ni par les gaullistes ni par les orléanistes. Et aujourd'hui, les anciens militants RPR peuvent se retrouver chez Madame Le Pen, chez Monsieur Zemmour, chez Monsieur Ciotti ou chez Madame Pécresse. Il y a donc une espèce de cataclysme qui s'est fait à droite et c'est pour ça qu'on a autant de candidats que de candidatures et de personnes qui sont un petit peu perdues. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout se joue maintenant. Quel est celui ou celle qui pourront incarner l'héritage de ce fameux RPR. Donc pour vous, pour ceux qui sont perdus, ça ne se joue que sur cette personnalité charismatique ou non du candidat ? Essentiellement, oui. Okay. C'est un peu réducteur, on va dire, parce qu'ils déroulent tous des programmes et des idées qu'on aimerait voir compter un peu plus que juste vous savez, très souvent, les candidats sont élus sur un programme et quelques semaines après, la conjoncture internationale fait que ça change. Regardez François Mitterrand en 81 et sa politique en 83. Regardez Nicolas Sarkozy en 2007 et sa politique en 2008 avec les subprimes. Donc gardons-nous de focaliser sur les programmes des candidats. Ressentons plus ce qu'ils ont au niveau du fond et des valeurs plutôt que des programmes. William Tay, vous partagez cette analyse ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est les programmes, surtout qu'on a eu une rupture depuis 2016. C'est qu'en fait, le Brexit et l'élection de Donald Trump, maintenant, les gens ne sont plus élus forcément sur une personnalité, c'est qu'ils sont élus sur une personnalité et un programme qui est en rapport avec l'incarnation de cette personnalité. Il faut que le programme, en fait, retranspire ce qu'est la personnalité. Et c'est pour ça que la personnalité est importante. Mais si le programme est complètement différent de la personnalité, il n'a aucune chance de se faire élire. Et désormais, maintenant, les électeurs sont de plus en plus exigeants parce qu'ils sont de plus en plus politisés avec la démocratisation de l'enseignement supérieur. Donc, ils sont capables d'analyser, ils sont plus ils ont rapport. C'est pour ça que la plupart des gens disent oui, mais cette personne ne croit pas en ce qu'elle dit, etc. Parce que maintenant, les gens savent analyser ce qui se passe dans un programme politique. Et donc, du coup, la difficulté pour Éric Zemmour, c'est d'avoir un programme qui est en rapport avec sa personnalité. On va continuer d'en discuter, évidemment, en attendant la prise de parole d'Éric Zemmour en direct de Villepinte. On fait d'abord une courte pause et puis on revient sur le plateau de 90 minutes Info Week-end. À tout de suite. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont capturé l'essence des grains de café biologiques pour un pur plaisir avec les capsules L'Or Bio.
PME, ETI, CAC 40, tous les décideurs sont sur b2b-radio.tv, 100% business, 100% podcast, IT, RH, finance, à retrouver sur b2b-radio.tv. Bienvenue dans un monde où l'on respecte vos combats, où l'on valorise votre implication et où chaque voix compte. Un monde où la défiance fait place à la confiance. Bienvenue dans le monde de Civic Power. Le premier système de vote numérique sécurisé par la technologie blockchain qui permet de s'exprimer librement, en toute indépendance. Écrivons l'histoire ensemble. Civic Power introduit le token Power sur les marchés. Rejoignez-nous sur ideo.civicpower.io. Envie d'améliorer les notes de votre enfant? Évidemment. Mais entre le travail, les loisirs, la maison et les 1001 activités du quotidien, l'accompagner également dans sa scolarité peut être compliqué. GoStudent vous trouve le professeur particulier idéal pour faire progresser votre enfant en s'adaptant toujours à l'emploi du temps de votre famille. Votre enfant gagnera en confiance et vous en tranquillité d'esprit. Réservez dès maintenant un cours d'essai gratuit sur gostudent.org. Avec la boutique de Noël Jiffy, je trouve à coup sûr le cadeau qui fait plaisir. Le micro-karaoké pour les ambianceurs de soirée, le plaid ultra doux pour le beau-frère qui a toujours été très douillet, le coffret bouteille isotherme pour les neveux stylés et le coffret senteur pour tata qui aime la déco quand ça sent bon. Et oui, chez Jiffy, je trouve toutes les idées qui leur font plaisir et au bon prix. Jiffy, des idées de génie. Je serai rentré pour Noël, je te le promets. Moi, je trouve ça super. Et ensuite, des types ont essayé de nous tuer. Quand on y pense, c'est pas vraiment super. Il va te falloir encore une journée, c'est ça? Ou deux. T'es sûr que vous allez être assez? Ah oui, évidemment. On est à court de flèches classiques. Donc ça, c'est des flèches à tête piégée? Hawkeye, la nouvelle série des studios Marvel, en streaming sur Disney+, disponible avec Canal+. C'est News. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord? Optique 2000, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue? Oui, quand vous voulez. Et vous savez, chez Optique 2000, vous pouvez même prendre rendez-vous. Je pourrais aussi vous présenter toutes nos offres. Toujours avec du choix, des marques, des conseils de pro et zéro paperasse. Même pour des lunettes de qualité. Bien sûr. Venez nous voir. Justement, me voilà. Optique 2000. Une nouvelle vision de la vie. Les opticiens Optique 2000 soutiennent la recherche. 1 € par deuxième paire reversé à l'AFM Téléthon depuis 10 ans. Ce mardi, jackpot incroyable de près de 140 millions d'euros. Tu joues à l'euro million, t'as un ticket et non, tu fais quoi? Réfléchir là. Moi, je crois que je prendrais du temps. Ah, c'est bien ça, ouais. Alors, nouvelle voiture? Ouais, acheté d'occasion hier sur Aramis Auto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la couleur, c'est flashy quoi, c'est... Ah oui, ah si. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 503 plus 1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors pourquoi pas vous? Profitez des essais 48 heures en concession pour à votre tour inspirer le changement. Je serai rentré pour Noël, je te le promets. Moi, je trouve ça super. Et ensuite, des types ont essayé de nous tuer. Quand on y pense, c'est pas vraiment super. Il va te falloir encore une journée, c'est ça? Ou deux. T'es sûr que vous allez être assez? Ah oui, évidemment. On est à court de flèches classiques. Donc ça, c'est des flèches à tête piégée? Hawkeye, la nouvelle série des studios Marvel, en streaming sur Disney+, disponible avec Canal+.
18 concerts de renommée internationale vous attendent pour la première édition du Festival Sacré Musique. Parrainée par Stéphane Bern, cette édition réunira plus de 50 000 personnes dans 9 églises du patrimoine du Var. À partir du 26 novembre 2021, vivez une expérience unique de concerts illuminés à la bougie. Brico Privé, c'est l'application indispensable pour percer, s'équiper, nettoyer, jardiner, ranger, découper, sécuriser. Brico Privé, tout le bricolage de la maison à portée de main. Bricoprivé.com. Les plus grandes marques au meilleur prix. Yes. Depuis le temps que j'avais envie de changer de voiture. Hein? Je vais déposer une annonce pour vendre l'anneau sur la centrale. Pardon? Ouais, c'est gratuit. Désormais, déposer une annonce sur La Centrale, c'est gratuit pour tout le monde. La Centrale, l'occasion, c'est un métier. Don't be afraid of your freedom. Libre. L'eau de parfum original Yves Saint Laurent. Happy Holidays. Bienvenue dans un monde où l'on respecte vos combats, où l'on valorise votre implication et où chaque voix compte. Un monde où la défiance fait place à la confiance. Bienvenue dans le monde de Civic Power. Le premier système de vote numérique sécurisé par la technologie blockchain qui permet de s'exprimer librement en toute indépendance. Écrivons l'histoire ensemble. Civic Power introduit le token Power sur les marchés. Rejoignez-nous sur ideo.civicpower.io. Avec la boutique de Noël Jiffy, je trouve à coup sûr le cadeau qui fait plaisir. Le micro-karaoké pour les ambianceurs de soirée, le plat d'ultra doux pour le beau-frère qui a toujours été très douillet, le coffret bouteille isotherme pour les neveux stylés et le coffret senteur pour tata qui aime la déco quand ça sent bon. Et oui, chez Jiffy, je trouve toutes les idées qui leur font plaisir et au bon prix. Jiffy, des idées de génie. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont capturé l'essence des grains de café biologiques pour un pur plaisir avec les capsules L'Or Bio. Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. CNews. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord? Je serai rentré pour Noël, je te le promets. Moi, je trouve ça super. Et ensuite, des types ont essayé de nous tuer. Quand on y pense, c'est pas vraiment super. Il va te falloir encore une journée, c'est ça? Ou deux. T'es sûr que vous allez être assez? Ah oui, évidemment. On est à court de flèches classiques. Donc ça, c'est des flèches à tête piégée? Hawkeye, la nouvelle série des studios Marvel, en streaming sur Disney+, disponible avec Canal+. Ce joueur de tennis professionnel est là pour attirer votre attention. Alors que nous vous informons qu'eToro vous permet d'investir dans les actions des plus grandes bourses au monde, sans payer de commission. Avantage eToro. Celebrate the holidays with C. Giorgio Armani. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 503 plus 1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors pourquoi pas vous? Profitez des essais 48 heures en concession pour à votre tour inspirer le changement. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr.
PME, ETI, CAC 40, tous les décideurs sont sur b2b-radio.tv, 100% business, 100% podcast, IT, RH, finance, à retrouver sur b2b-radio.tv. Envie d'améliorer les notes de votre enfant? Évidemment. Mais entre le travail, les loisirs, la maison et les 1001 activités du quotidien, l'accompagner également dans sa scolarité peut être compliqué. GoStudent vous trouve le professeur particulier idéal pour faire progresser votre enfant en s'adaptant toujours à l'emploi du temps de votre famille. Votre enfant gagnera en confiance et vous en tranquillité d'esprit. Réservez dès maintenant un cours d'essai gratuit sur gostudent.org. Bienvenue si vous nous rejoignez à 16h24 sur CNews, 90 minutes info, week-end consacré aux deux grands rassemblements politiques du jour, celui de Jean-Luc Mélenchon à la Défense. Vous avez pu suivre le discours du leader de la France Insoumise sur notre antenne et nous attendons la prise de parole d'Éric Zemmour qui rassemble lui ses militants au Parc des Expositions de Villepinte. On pourra suivre évidemment cette prise de parole également en direct sur CNews et nous commentons ce dimanche très politique avec nos invités William Tay, que je vous représente pour ceux qui l'enjeuent, président du think tank Le Millénaire, et Luc Gras, politologue. Une femme nous a rejoint sur ce plateau, Élodie Huchard du service politique de CNews. Bonjour Élodie, un dimanche donc très politique avec Jean-Luc Mélenchon qui faisait, comme Éric Zemmour, aujourd'hui son premier grand rassemblement de cette campagne. Oui, c'est un rendez-vous aussi important pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'en fait, tout au long de ce quinquennat, il a voulu incarner, il le disait déjà en 2017, le premier opposant à Emmanuel Macron. Et finalement, en caricaturant, on peut dire qu'il est en campagne depuis 5 ans, Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui fait qu'à la fois, donc, il y a eu une course de fond. Ça fait un moment qu'il a commencé à parler de son programme, qu'il a parlé de ses propositions. Ça fait plusieurs mois qu'il a commencé à faire des conférences de presse sur le programme. Donc ça peut avoir un avantage, c'est d'avoir réussi à faire passer certaines de ses propositions. En revanche, ce qui est compliqué, du coup, c'est ce vrai lancement. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, il fait un grand meeting, mais il n'y a pas de réelles annonces. Et pour cause, il les a déjà un petit peu faites. Et donc, finalement, Jean-Luc Mélenchon avait pris un petit peu d'avance parce qu'il s'est vraiment servi de ce quinquennat exister dans les médias pour s'opposer systématiquement à Emmanuel Macron, pour faire des contre-propositions. Ça a pu le servir notamment dans son rôle qu'il avait alors de président de groupe à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, là où c'est plus compliqué, c'est qu'il doit se lancer maintenant pour 2022. Il y a certes ce rassemblement, cette démonstration de force, entre guillemets, parce que c'est un premier grand meeting, parce qu'il y a beaucoup de militants. En revanche, sur le fond et sur les idées, c'est là où ça va être plus compliqué maintenant d'imprimer sa marque. Et pourtant, c'est l'un des seuls à se vanter d'avoir déjà publié son programme quand on attend, par exemple, encore les idées des socialistes, par exemple. Les socialistes ont un peu disparu du viseur, donc on va leur laisser la chance peut-être de les exprimer. Il y a un vrai problème en France que vous soulignez là, c'est que la gauche n'occupe pas du tout l'espace qu'elle devrait occuper. Hein, d'un point de vue d'analyste, on a connu dans les années 80, 90, 2000, etc., une gauche qui avait un projet social. La question, tous les étudiants de Sciences Po le savent bien, la question sociale est au cœur du message de la gauche. Or, aujourd'hui, la question sociale disparaît complètement parce que d'autres thématiques arrivent dans le champ du politique. Mais aujourd'hui, il y a un véritable malaise par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui voient à la télé, et qu'est-ce qu'ils voient? Que des affrontements très clivants, à gauche ou à droite, sur essentiellement des positionnements politiciens. Mais sur les questions de fond, les besoins des Français au quotidien, le pouvoir d'achat, la vision de la vie ensemble, etc., on attend toujours. Donc c'est vrai que, oui, c'est vrai, c'est un peu une absence incroyable de la gauche dans le débat sur la thématique de la question sociale. William Tay, sur ce qu'a annoncé aussi Jean-Luc Mélenchon, comme l'a dit Élodie, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà. Il a rappelé que selon lui, on doit s'arrêter de travailler à 60 ans. Il a taclé la majorité et Emmanuel Macron. Si vous croyez que Macron, dit-il, va vous reconstruire l'école, il va faire cela comme il l'a fait avec l'hôpital. Il reprend à peu près son programme de 2017 ou 2012. En fait, il prend un programme qui est classique à gauche, avec des remèdes plutôt keynésiens, donc augmentation de la dépense publique, augmentation des prélèvements obligatoires et des impôts. Et il espère en fait reconstruire les services publics par une relance keynésienne, donc une relance par la consommation plutôt classique. La
difficulté qu'a Jean-Luc Mélenchon sur la question sociale, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron a préempté une partie de son espace avec le quoi qu'il en coûte sur la question de la protection des salariés. Et donc, du coup, une partie de son espace politique a été bouffée par la gauche. Mais le problème de Jean-Luc Mélenchon, autant il peut s'imposer face à Hidalgo et Yannick Jadot sur ce segment électoral. Mais la difficulté, c'est qu'il y a deux gauches irréconciliables. C'est ce qu'avait dit Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre, avec une gauche incarnée, la deuxième gauche de Rocard, aujourd'hui incarnée par Emmanuel Macron, et une gauche qui est plutôt radicale. Mais la gauche radicale doit élargir ses sujets. C'est ce qu'a fait Mélenchon plutôt habilement en 2017 lorsqu'il a parlé de la question de la souveraineté populaire et la question de la souveraineté notamment par rapport à l'Europe, par rapport à la construction de l'État-nation et il reprenait des thématiques qui étaient plutôt en ligne avec celles de Chevènement. Et aujourd'hui, il est plus du tout dans cette thématique parce qu'en fait, il a remplacé, pourquoi est-ce qu'il est en difficulté dans les sondages? C'est parce qu'il a remplacé la lutte des classes par la lutte des races, en reprenant les thèses de Bono et de Clémentine Autain sur les questions du wokisme et de l'islamo-gauchisme. Et c'est parti pour ça qu'une partie des électeurs populaires l'ont fui. C'était une note de Terra Nova de 2012 qui expliquait que les électeurs populaires s'étaient élargis par rapport à droite sur les questions du conservatisme, notamment sur les questions sécuritaires et migratoires. Si Jean-Luc Mélenchon veut récupérer son électorat populaire et intermédiaire, il est obligé d'investir dans les questions de la sécurité, la question de la protection par rapport à l'immigration, donc sur la question de la civilisation et de la protection de l'espace public. Il a aussi égratigné les Républicains. Il dit l'Union populaire, ce n'est pas l'organisation d'un congrès, c'est l'union de la base. Les Républicains donc apprécieront. On va écouter Jean-Luc Mélenchon sur la candidature désormais officielle de Valérie Pécresse. Madame Pécresse a surmonté et dominé ses 4 mauvais compères et elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Thatcher, 2 tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon. Traduit en français, ça vous donne 2 tiers Macron, 1 tiers Zemmour. Voilà, ça vous semble juste C'est du Mélenchon, donc c'est savoureux. Ceci dit, on va voir, parce que Valérie Pécresse, c'est une grande énigme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va faire pour se sortir de cette situation pas facile, où elle a dans son propre camp une sensibilité, je dirais, de droite bonapartiste affirmée, type Ciotti, et une sensibilité type orléaniste. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'elle va du côté orléaniste, les gens de chez M. Ciotti menacent de partir chez Zemmour. Et à chaque fois qu'elle va plutôt donner des garanties du côté de M. Ciotti, les gens du centre disent bon, on va aller chez Macron. Donc elle est dans une équation qui n'est pas facile. Pardon, j'étais prise de court. Il y a beaucoup de choses qui se passent ce dimanche. En politique, on est obligé de passer l'un à l'autre. Peut-être qu'on peut dire quelque chose par rapport à Jean-Luc Mélenchon. On a le temps de commenter. Allez-y. C'est que son idée d'union à la base, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même un des premiers dans la campagne. Sous-entendu, c'est moi la vraie gauche? Non, sous-entendu, il faut redonner, si j'ai bien compris, la parole au peuple en reconstruisant à partir de la base la démocratie. La question de l'exercice démocratique est absolument essentielle dans notre démocratie. Moi qui ai un peu d'expérience, puisque ça fait 30 ans que je vais dans les parlements et dans les allées du pouvoir, je trouve qu'il y a quand même cette question du blocage. Comment est arrivé Emmanuel Macron? Rappelez-vous, il y avait un système qui était complètement figé. Si on n'avait pas l'investiture par la rue de Vaugirard à droite ou par la rue de Solferino à gauche, on n'était pas investi. Tout ça s'arrangeait un petit peu entre amis et on n'avait donc pas de chance de pouvoir faire une carrière politique. Emmanuel Macron arrive sans que le système est complètement sclérosé, tente sa chance, l'alignement des planètes avec l'histoire Fillon, etc., et finit par l'emporter. Résultat, le roi est nu puisqu'il arrive sans troupes et que depuis 5 ans, il paye le fait qu'il n'a pas de cador autour de lui pour faire de la politique. Mais aujourd'hui, cette question démocratique, elle n'est toujours pas résolue, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir au XXIe siècle, en 2021, est-ce qu'on peut faire l'économie de donner la parole au peuple? C'est la fameuse idée participative du général de Gaulle qui aurait dû être développée après le référendum de 69 qui ne l'a pas été puisqu'il l'a perdu. Mais aujourd'hui, quel est le leader politique qui prend cette question à bras-le-corps et qui dit comment on fait pour que les Français se reconnaissent dans notre système démocratique qu'ils fuient de plus en plus, voire l'abstentéisme? Est-ce que ça veut dire que cette idée de 6e constitution n'a jamais eu autant le vent en poupe, justement, avec ces considération d'un système, et la crise sanitaire l'a aussi éprouvé, ce système en place. Je ne sais pas si les Français veulent une 6e République telle présentée par Jean-Luc Mélenchon. En fait, il y a un grand paradoxe sur la démocratie, c'est qu'on remarque que de plus en plus de citoyens se désengagent du vote avec une augmentation de l'abstention, mais dans le même temps, on l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron et même ce qui avait précédé la victoire de François Fillon à la primaire, beaucoup de gens avaient participé dans ce qu'on appelle la société civile, c'était impliqué dans les mouvements citoyens pour participer à l'élaboration du programme à la fois d'Emmanuel Macron et également celui de
François Fillon et voire même celui de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et donc du coup, il y a un paradoxe incroyable. Et dans le même temps, on voit que de plus en plus de personnes s'engagent dans les mouvements citoyens comme Greta Thunberg, les mouvements écologistes, etc. Ou même à droite sur les questions identitaires avec Génération Identitaire. Donc il y a un paradoxe incroyable en fait, c'est-à-dire que les personnes veulent s'impliquer dans des mouvements, mais veulent plus s'impliquer dans le cadre classique institutionnel. Et donc du coup, le paradoxe, c'est qu'on n'arrive pas à trouver une réponse, c'est que dans le même temps, on a besoin de plus de démocratie en donnant la parole au peuple, mais dans le même temps, quand on regarde les sondages type Ipsos Fracture Française, les Français veulent un chef fort et remettent en cause le système démocratique tel que présenté aujourd'hui. Il doit faire une sorte de synthèse, c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle en 58, il avait réconcilié à la fois la République et la monarchie en mettant en place une sorte de roi républicain élu pour à l'époque 7 ans et désormais 5 ans, avec un Parlement qui est très faible. Les Français veulent un chef, mais en même temps, ils veulent des contre-pouvoirs. La question, c'est du coup, est-ce qu'on peut garder un chef fort qui prend des décisions, notamment en cas de crise, mais en même temps mettre des contre-pouvoirs qui permettent de s'opposer à lui le bon moment? C'est une question de degré, de curseur à tous les niveaux. Alors, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire William. Il y a une vraie question sous la Ve République. On n'a pas cessé de l'amender, et notamment avec le vote pour le quinquennat, pour la concomitance en fait de l'élection présidentielle et législative. Tout cela a abouti à dessaisir d'une certaine manière le peuple du pouvoir, puisqu'on donne toujours une majorité au président élu. Donc voilà, alors il y a une vraie question. Il ne s'agit pas de changer forcément la Ve République, il s'agit de voir si les réformes successives depuis 58 ont rendu le système plus opaque ou ont au contraire redonné plus la parole au peuple. Il est certain qu'un président de la République un peu éveillé, comme diraient les gens d'aujourd'hui, devrait se poser la question de la pratique démocratique. Ça peut nécessiter des réformes institutionnelles, mais pour cela, encore faut-il s'intéresser au sujet. Et pardon pour mon erreur de vocabulaire. 6e Constitution, évidemment, vous aurez corrigé vous-même. Je pensais 6e République. Merci à William Tell d'avoir corrigé. On va écouter un dernier extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon pour ensuite évoquer la prise de parole à venir d'Éric Zemmour depuis le parc des expositions de Villepinte. Jean-Luc Mélenchon, on commentera cet extrait. La créolisation, c'est quelque chose qui représente le futur de l'humanité. Quels que nous soyons, quel que soit notre genre, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre religion, nous sommes appelés à un moment ou à un autre à aimer avec passion, parfois à détester avec furie, à nous asseoir à table avec ceux avec qui nous aimons nous trouver. Et alors commence ce moment magique où nos goûts deviennent communs. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui évidemment essaye de rassembler à gauche. Élodie Huchard, il a aussi appelé non seulement Valérie Pécresse à venir débattre, mais également Emmanuel Macron, disant qu'il ne pourrait pas y échapper. Oui, parce qu'en fait, là, on arrive à un moment où donc maintenant les Républicains ont leur candidat, Éric Zemmour même leur candidate. Éric Zemmour maintenant est donc officiellement candidat. Donc effectivement, il y avait une sorte de flou parce qu'on ne savait pas si Éric Zemmour irait vraiment, on ne savait pas qui sortirait gagnant du Congrès. Maintenant, c'est fait. Et donc, il manque un candidat et c'est Emmanuel Macron. Alors d'un côté, ses troupes s'organisent. Il y a eu en début de semaine, lundi, le meeting de la fameuse maison commune, Ensemble citoyen. Toutes ces troupes qui vont travailler à la fois à l'aide à la réélection d'Emmanuel Macron, à construire une majorité pour lui ensuite, mais il manque évidemment cette déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Forcément, ses adversaires ont envie de le voir descendre dans l'arène pour pouvoir débattre, pour pouvoir l'attaquer en tant que candidat. Et puis forcément, évidemment, Emmanuel Macron a pas forcément d'intérêt à y aller trop rapidement. Tant que vous êtes président de la République, autant garder un petit peu ce recul. Mais on l'a vu aussi dans les derniers déplacements d'Emmanuel Macron. Très vite, ça devient ingérable. On le voit à chaque fois qu'il fait un déplacement, on l'accuse d'être en campagne. Chaque fois qu'il fait une promesse, on l'accuse de cramer la caisse. Ce sont les mots de Valérie Pécresse. Donc forcément, il va falloir clarifier ce tempo pour Emmanuel Macron. Alors quand, c'est la bonne question. En tout cas, quand on discutait avec ses proches lundi soir, ils expliquaient que pour eux, tout est prêt. L'important, c'est que la machine soit prête et que finalement, lui se lancera quand il le jugera bon. Effectivement, on sait de toute façon, en général, les présidents en exercice ont tendance à se déclarer plus tardivement que les autres candidats. Luc Drey, vous confirmez? Bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est tout dans leur intérêt aussi, évidemment. C'est dans leur intérêt. Ils ont tout intérêt à retarder au maximum, puisque déjà, quand ils n'annoncent pas leur candidature, on dit qu'ils sont en campagne. Alors imaginez qu'ils sont en plus en campagne. Donc c'est l'intérêt du président. Il a sa stature de président de la République, quel qu'il soit, et il continue comme ça. Et il va au maximum. Rappelez-vous François Mitterrand, rappelez-vous Jacques Chirac. À chaque fois, le candidat sortant pratiquement ne fait pas campagne. Donc faut pas s'attendre à ce que dans une semaine, Emmanuel Macron sorte du bois. Il va pas faire campagne puisque lui-même est président de la République. Il a la stature de par sa fonction institutionnelle. Donc il ne sortira pas du bois. Il a bien raison tactiquement de faire ainsi.
Ça, c'est William T, vous confirmez. En général, vous attaquez rapidement Emmanuel Macron. Non, mais je suis plutôt d'accord. En fait, Emmanuel Macron, il a plusieurs enjeux. Un, il va devenir président de l'Union européenne à partir de janvier. Et on sait que l'Europe, c'est plutôt une de ces thématiques où il accorde de l'importance. C'était fait élire 200. Et on le critique déjà pour ça, en disant justement qu'à la veille d'une élection présidentielle, il va abandonner, entre guillemets, un peu la France au profit de l'Europe. Mais non, mais il a raison de protéger les intérêts français dans l'Union européenne, parce que les Français sont attachés à la question de la grandeur, la question de la place de la France dans l'Union européenne. Deuxième point, c'est que tant qu'il est haut dans les sondages, il n'a aucun intérêt à se déclarer candidat, parce qu'en fait, on se déclare candidat pour rattraper son retard dans les sondages. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2012 pour rattraper son retard par rapport à François Hollande. Et ensuite, après, troisième point, c'est qu'une fois qu'il sera candidat, tout le monde va s'attaquer sur lui, alors que pour l'instant, chaque candidat s'attaque sur son propre couloir. Mélenchon attaque Hidalgo et Yannick Jadot, Zemmour attaque les LR et Marine Le Pen, et que pour l'instant, lui, est plutôt tranquille. Et donc, du coup, ça se retranscrit dans les sondages à mesure où son bloc électoral, aux alentours de 24-25, est préservé parce que personne n'ose l'attaquer. On va avoir une interrogation, c'est est-ce que Valérie Pécresse va l'attaquer sur le flanc du centre droit pour attaquer ses électeurs? Ce qu'on sait depuis juillet, c'est qu'on notamment on pensait que le socle de Marine Le Pen était inatteignable et ne pouvait pas baisser aux alentours de 24-25%. On a vu que la candidature d'Éric Zemmour avait baissé le socle de Marine Le Pen. La question pour Valérie Pécresse, c'est est-ce que dans les prochaines semaines, alors qu'une partie du centre droit pourrait s'intéresser à sa candidature, va réussir à faire baisser le socle d'Emmanuel Macron? Dans ce cas-là, il pourrait se déclarer plutôt que prévu. Vous savez, finalement, la campagne d'Emmanuel Macron, elle est assez simple. Laisser les autres se déchirer et pour, à l'arrivée, dire finalement, avec moi, c'est pas si mal. Oui, sauf que la crise sanitaire se prolonge, que de nouveaux variants arrivent et que c'est pas forcément si confortable. C'est vrai, mais il n'est pas non plus le plus mauvais sur la gestion actuelle de la crise sanitaire. Et Olivier Huchard ? Justement, la crise sanitaire peut changer les choses pour lui en termes de calendrier parce qu'on aurait du mal à comprendre qu'Emmanuel Macron parte en campagne alors que la crise sanitaire reprend, alors qu'on a ce risque de 5e vague, etc. Et puis c'est vrai, pour vous répondre aussi, là, il y a un enjeu, est-ce que va scruter aussi l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est comment Valérie Pécresse va s'installer dans les sondages maintenant qu'elle est vraiment la seule candidate. En Macronie, forcément, on aurait préféré que ce soit Éric Ciotti, parce qu'a priori, si vous votez Éric Ciotti, vous votez pas Emmanuel Macron. On est sur deux électorats très distincts. Le risque, en tout cas ce que craint une partie de l'entourage d'Emmanuel Macron, puisqu'on parle souvent de la proximité entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c'est que finalement quelqu'un de droite qui a voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui en est déçu, peut se reporter assez facilement sur Valérie Pécresse, ce qui aurait été moins le cas forcément avec quelqu'un comme Éric Ciotti qui avait une ligne beaucoup plus dure. Et c'est aussi la question du centre, des centristes qui voient ça d'une autre façon, maintenant qu'on sait que c'est Valérie Pécresse et pas Éric Ciotti, par rapport à la majorité présidentielle. Sous la Ve République, tout se joue, tout s'est toujours joué et tout se jouera toujours sur la question du centre, ce qu'on appelle le Marais. C'est évident. Et bien sûr, là, on est tous happés par le débat, Le Pen, Zemmour, Ciotti, etc. Bien sûr que c'est une partie, mais ça ne fait pas une majorité. C'est le Marais centriste qui décide de la France. Sarkozy, quand il gagne en 2007, il a bien compris que c'est là. Donc, il rassemble dans un premier temps la famille de droite dure et de droite, voire extrême. Et ensuite, rappelez-vous, dans cette campagne, il va chercher les électeurs du centre. C'est eux qui font la bascule. Alors on va entendre, pour refermer la page consacrée à ce rassemblement de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens qui nous évoque et qui nous donne une transition vers le prochain meeting d'Éric Zemmour, justement. La France de M. Zemmour n'existe pas. Il ne suffit pas de mettre une musique, et par ailleurs très jolie, mais la 7e de Beethoven, si vous voulez, dans l'ambiance chaotique que ça peut mettre, évidemment, retirez la musique. Et vous allez voir que vous avez quelque chose de tout à fait risible qui a finalement toutes les caractéristiques techniques de ce qu'on appelle une caricature avec des effets de zoom, de loupe. Donc vous allez avoir cet après-midi d'un côté ce discours qui en quelque sorte divise, apparaît comme complètement anachronique, alors que la pente des événements, c'est un changement climatique qui va nous rappeler à notre commune humanité par-delà nos différences de prénoms, de couleur de peau ou d'appartenance religieuse. Voilà, cette France d'Éric Zemmour, elle existe bel et bien autour de Gauthier Lebret, qu'on va aller retrouver au parc des expositions de Villepinte. Rebonjour Gauthier, on attend donc la prise de parole d'Éric Zemmour avec donc des partisans plus nombreux qu'au départ puisqu'on a changé de salle. Oui, il devait être 6 000 au Zénith. Ils sont actuellement 13 000 selon Olivier Hubeda ici au parc des expositions de Villepinte. Olivier Hubeda, c'est l'homme qui organise les meetings d'Éric Zemmour.
En ce moment, à la tribune, vous avez Antoine Biers, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. Les Amis d'Éric Zemmour qui n'existeront plus dans quelques minutes. Ils seront remplacés par le parti politique d'Éric Zemmour qui se nommera Reconquête. L'annonce sera officielle dans quelques instants quand Éric Zemmour prendra la parole devant 13 000 personnes, je vous le disais. Alors il y a eu un moment assez tendu tout à l'heure puisque des journalistes de quotidien ont été exfiltrés par le service d'ordre puisqu'ils étaient hués, sifflés par plusieurs dizaines de personnes. Les journalistes de quotidien ont pu ensuite revenir dans la salle. Alors au premier rang pour écouter Éric Zemmour, vous avez Jean-Frédéric Poisson qui sera le dernier à parler avant Éric Zemmour. Vous avez aussi Christine Boutin ou encore l'ancien animateur de France 2, Pierre-Jean Chalençon. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. Discours à suivre dans plusieurs minutes d'Éric Zemmour. C'est donc l'autre grand orateur, on va dire, de ce dimanche politique. C'est aussi un test, Lugra, pour Éric Zemmour qui fait là son premier grand rassemblement officiellement de campagne. Sera-t-il aussi bon qu'à la télévision? C'est toute la question. Tout à fait. Alors c'est vraiment un enjeu très important pour lui. L'enjeu principal étant, on connaît ses thèses, on connaît donc son parcours. Maintenant, c'est quel visage de la France il a pour 2030, comment il voit la cohabitation des différentes sensibilités françaises, des différentes origines, etc. Il suffit plus maintenant de dénoncer quelque chose, il faut promouvoir. Et là, on l'attend, et notamment dans son humanité, parce qu'il fait peur à beaucoup de gens, Zemmour. Et donc, s'il arrive à rassurer un petit peu sur cette France de demain, peut-être qu'il peut, à ce moment-là, rassembler davantage de gens. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est quand même, on voit là les différents intervenants à la tribune. Moi, j'ai connu pendant 30 ans les différents meetings, il y avait des poids lourds, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, etc. Là, ce sont des gens parfois presque inconnus qui montent à la tribune. Donc, c'est la deuxième fois, la seconde fois que ça se passe comme ça. Déjà avec Emmanuel Macron, au début, comme le disait bien tout à l'heure William, on avait des inconnus au départ. Et donc c'est vraiment quand même signe qu'il y a un malaise dans le système pour que maintenant, autrefois on disait, si vous n'avez pas le parti avec vous, vous n'avez aucune chance de percer, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Aujourd'hui, c'est des personnalités fortes qui arrivent, qui rassemblent, qui agrègent dans les derniers mois de la campagne des personnes et qui ont des chances quand même de peser à tout le moins dans le débat politique. Le parti d'Éric Zemmour, donc, dont le nom a été dévoilé, même s'il le sera officiellement lors du discours d'Éric Zemmour, donc Reconquête. Elodie Huchard a parlé aussi d'un essoufflement de la campagne d'Éric Zemmour ces dernières semaines. L'officialisation de sa candidature, dit-on, du camp Zemmour, doit relancer la dynamique et ce premier meeting également. Oui, il y a plusieurs enjeux effectivement avec ce meeting. Vous l'avez dit, premièrement, c'est sorti d'une séquence un petit peu compliquée pour Éric Zemmour. Quand il a commencé ses dédicaces, il faut reconnaître que ça se passait plutôt bien pour lui, à la fois du monde dans les salles, une foule d'ailleurs qui lui était acquise. Ce sont les personnes qui lisent son livre, qui viennent faire des dédicaces, et puis des sondages qui étaient plutôt bons, avec une dynamique plutôt à la hausse. Et là, il y a une séquence qui a commencé avec sa conférence de presse devant le Bataclan. Il y a eu ensuite les voyages à Londres qui ne se sont pas forcément très bien passés. À Marseille, ça a été aussi compliqué. Donc des séquences sur le terrain un petit peu difficiles pour lui, au même moment où il décroche un peu dans les sondages, notamment dans les sondages Harris Interactive, où souvent il était le deuxième homme, il est repassé en 4e position. Donc c'est une séquence effectivement qu'ils aimeraient faire oublier avec cette démonstration de force. Et puis évidemment, le deuxième enjeu pour Éric Zemmour, ça va être de faire sa mue maintenant en candidat, c'est-à-dire il ne sera plus uniquement face à des foules qui sont acquises. Quand vous allez sur le terrain, quand vous êtes en campagne présidentielle, quand vous allez sur des marchés, sur des foires, vous êtes aussi face à des gens qui ne nous aiment pas forcément, face à des gens qui peuvent avoir aussi clairement de la haine face à vous. Il faut aussi, dans ces cas-là, savoir se contrôler. On l'a vu récemment et même son entourage le dit. Maintenant, il va falloir plus de fond et peut-être un petit peu moins de polémique. C'est forcément aussi ça qu'il va falloir voir et scruter dans les prochains déplacements. Un peu moins d'instinct, puisque le camp Zemmour avait défendu ce caractère instinctif, impulsif un petit peu de leur candidat. Oui, et qui finalement avait effectivement fait un bad buzz, comme on dit, notamment avec cette histoire du doigt d'honneur. Sur les marchés, dans des salles, il va avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec lui et qui vont venir au contact. Et là, effectivement, tout l'enjeu, c'est de savoir se contrôler, prendre un petit peu de hauteur. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, il a maintenant dressé un constat. Éric Zemmour, on l'entend, on l'a compris. Maintenant, il va falloir aller sur le terrain des propositions. Alors, sur l'immigration, sur la sécurité, on voit assez bien où il veut en venir. Sur tout un tas d'autres sujets, sur l'éducation, sur l'économie, sur la culture. Il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels, pour le moment, il n'a pas de proposition forte. Et c'est aussi en allant sur le terrain des propositions qu'il va pouvoir peut-être soit engranger des points, soit en perdre. Et puis surtout, se retrouver confronté et traité
présenter comme un vrai candidat, c'est-à-dire confronté aussi à ses adversaires politiques. Et ça, forcément, c'est un exercice qui est extrêmement différent. Ça, William Tay, c'est quelque chose que beaucoup de candidats de tous bords attendaient. Certains sur ce plateau nous disaient mais qu'il se déclare et puis qu'on y aille tous ensemble. De toute façon, la campagne présidentielle a débuté ce week-end dans la mesure où maintenant Éric Zemmour s'est déclaré et qu'on connaît le candidat ou la candidate des Républicains. La difficulté qu'a Éric Zemmour, elle est multiple. Un, c'est qu'il a un taux de rejet très important qui l'empêche de prétendre à une victoire face à Emmanuel Macron. C'est la personnalité politique la plus rejetée, même devant Marine Le Pen. Le deuxième point, c'est qu'il ne bénéficie pas de ralliement de personnalités politiques capables de crédibiliser son action politique. Ce qui avait fait la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, elle est double, c'est l'affaire Pénélope et le ralliement de François Bayrou. Et enfin, troisième point, c'est que je pense qu'il fait la même erreur que Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite en 2016, c'est qu'il confond l'électorat avec le public qui assiste à ses dédicaces de bouquins ou à ses conférences ou ses discours télévisuels. Nicolas Sarkozy avait théorisé en 2016 qu'il fallait s'adresser à son cœur de fan pour gagner à l'époque la primaire. Il avait été défait dès le premier tour par François Fillon et c'est parce qu'il avait confondu son électorat qui venait à ses dédicaces de bouquins par rapport à l'électorat de la primaire de la droite. Moi je pense qu'Éric Zemmour commet la même erreur. Il s'adresse à son cœur électoral qui est le plus restreint, qui vient aux dédicaces, qui le suit régulièrement et en fait ce n'est pas représentatif de ce que pourrait être le potentiel électoral de la droite au sens large allant des Républicains jusqu'à Marine Le Pen. Premier point, c'est l'électorat LR et l'électorat le plus légitimiste possible. Donc dans la mesure où il s'attaque à l'électorat LR, vraisemblablement dès qu'ils ont désigné une candidate, ça va être très compliqué pour lui de piquer des voix LR. Lorsqu'il est monté dans les sondages, il avait piqué entre 1 et 2 points LR alors qu'ils n'avaient pas de candidat. Donc maintenant, il devrait s'attaquer à Valérie Pécresse alors qu'elle reprend le programme de François Fillon et lui-même se dit inspiré par François Fillon. Le deuxième point, c'est que s'il veut s'attaquer à l'électorat de Marine Le Pen, il doit s'attaquer à ce qu'on appelle les électeurs intermédiaires et populaires. Mais pour ça, il doit étendre sa vision. Nous, on avait travaillé sur 2 rapports, un sur Boris Johnson et un sur Donald Trump. La victoire de Johnson et de Trump, c'est qu'ils avaient converti le parti républicain ou le parti conservateur anglais en prenant des questions sociales et des thématiques de protection des catégories intermédiaires et populaires, en protégeant les électeurs moyens qui ont été déclassés, notamment parce que la mondialisation a transféré une partie de l'appareil productif vers les pays émergents. Et si Éric Zemmour n'arrive pas à parler à ces personnes-là, il n'a aucune chance de se qualifier au second tour de la présidentielle et il ne sera plus qu'un super Dupont-Aignan. Et maintenant, la question d'Éric Zemmour, c'est en fait de pouvoir se convertir, non pas comme candidat, mais de pouvoir élargir sa ligne politique et sa base électorale. Moi, je pense qu'un candidat type Éric Zemmour, on n'attend pas de lui qu'il fasse de grandes mesures, on attend de lui qu'il donne des signes clairs à l'attention de cet électorat. Et pour l'instant, il a plutôt traité avec mépris, ce qui a expliqué la baisse d'Éric Zemmour vers celle de Marine Le Pen. Alors, Luc Gras voulait intervenir, mais vous avez donné une somme d'informations qui pourrait pour clarifier pour les auditeurs, même si c'était fort intéressant, en réalité, en politique, comment ça se passe? En politique, d'abord, pour être puissant, il faut être garant d'une base solide. Donc ça, ce sont les militants. Il y a une grosse différence entre le congrès LR de cette année qui vient de s'achever et l'élection de Fillon, c'est que c'était une élection là élargie. Donc là, que ce soit Valérie Pécresse ou Éric Zemmour, ils ont consolidé d'une certaine manière leur base. Mais après, évidemment, il faut élargir pour être président de la République ou présidente de la République, il faut élargir. Et c'est là qu'il y a un rendez-vous pour Éric Zemmour. Est-il capable d'aller au-delà de ce côté brillant éditorialiste qu'il avait pour devenir un candidat crédible à la présidence de la République? Ça, c'est un enjeu qui est absolument essentiel. Et on va le voir dans les jours qui viennent, comme vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il en est là? Il va y avoir une sorte de catharsis, de métanoïa, comme disaient les Grecs. Il va falloir qu'il se transforme, qu'il se sublime pour aller rassembler bien plus large que simplement les gens qui ont acheté son bouquin. Même si, est-ce qu'on grimpe à 17% dans les intentions de vote, simplement avec les lecteurs de son livre? Non, mais en fait, 17%, ça représente à peu près les déçus du Rassemblement national et les déçus de LR pour deux raisons. Les déçus de LR, c'est parce qu'en fait, LR avait adopté le programme de François Fillon qui était adopté par 4,5 millions de personnes. Et 2 semaines après la défaite de François Fillon, ils avaient abandonné le programme de François Fillon pour renoncer aux législatives. Donc du coup, l'électorat qui s'est déplacé s'est dit mais c'est pas possible, les LR sont vraiment des traîtres, surtout qu'ils reprochaient ça avec la présidence Sarkozy sur la question du fait qu'il n'avait pas passé le Karcher. Et la deuxième partie de sa montée, c'est parce que les électeurs de Marine Le Pen n'étaient pas contents du fait qu'elle se soit normalisée. Même son père n'était pas content de cela. Et donc du coup, il avait un terreau favorable des déçus de LR et des déçus du Rassemblement national pour prospérer sur la question de la montée et qui s'explique par deux grandes lignes de son programme. La question d'une lutte contre le grand remplacement et la lutte contre le grand déclassement. Mais malgré tout, quand on regarde comment Trump et Johnson ont gagné, c'est parce qu'ils ont retranscrit cette question de conservation et cette question de protection avec une question de projection. L'un, ça s'appelait Make America Great Again et l'autre, c'était reprendre le contrôle avec le projet Global Britain. Et
si Éric Zemmour n'arrive pas à inscrire la France, c'est ce qu'explique Marcel Gauchet dans Comprendre le malheur français, et d'ailleurs il l'a lu, c'est ce qu'on a vu, il n'arrive pas à projeter, à répondre au malheur français sur pourquoi est-ce que la France doit être grande et doit être universelle, il ne pourra pas gagner parce qu'il ne pourra pas étendre son électorat. Et donc, du coup, il sera réservé 17%, c'est très important, mais c'est le score qu'a fait Jean-Marie Le Pen pendant 4-5 élections. Alors, Éric Zemmour, avec cette affiche de campagne dévoilée cette semaine, a aussi affiché son slogan « Impossible n'est pas français ». On connaît désormais le nom de son parti, futur parti Reconquête. Il y a un logo aussi. Effectivement, Élodie Huchard, un détail ne vous a pas échappé. Oui, alors effectivement, quand on voit le logo d'Éric Zemmour, il ressemble quand même à s'y méprendre à celui des Républicains, très honnêtement. On est évidemment sur les mêmes couleurs qui ont été choisies, le bleu, blanc, rouge. On a, comme les Républicains, ce R qui n'est pas complet, qui est coupé. On a cette ligne rouge. Effectivement, quand on met les deux logos l'un à côté de l'autre, il y a quand même énormément de points communs. Alors, c'est pas forcément étonnant. Les deux vont aller chercher un électorat sensible à ce genre de symbole aussi, que d'avoir le bleu, blanc, rouge sur son logo. Et puis, on le sait aussi, Éric Zemmour, et d'ailleurs, vous l'avez dit, tente de chasser sur les terres de l'électorat des Républicains. Dès hier, il a fait une lettre aux électeurs, notamment d'Éric Ciotti. Il les a appelés à le rejoindre. Quand on va voir dans les jours et les semaines à venir si effectivement il y a des voix qui partent d'Éric Ciotti chez Éric Zemmour, sans doute que ça sera le cas de manière marginale. Mais effectivement, comme vous le disiez, les Républicains, on est aussi sur un électorat quand même qui reste fidèle à celui ou celle qui est désigné. Bien sûr, il y a des déçus chez Éric Ciotti. Bien sûr que certains, peut-être, vont franchir le côté d'aller chez Éric Zemmour. Mais tant qu'Éric Ciotti reste avec Valérie Pécresse, et même si on voit que sur ce début de campagne, ils ont quelques petits détails d'entente à régler. En tout cas, effectivement, maintenant, penser que l'intégralité de ceux qui ont voté pour Éric Ciotti vont aller demain chez Éric Zemmour, c'est sans doute le souhait d'Éric Zemmour, mais ça semble quand même assez improbable. On parlait des... Oui, Lugra. Oui, non, simplement, on voit quand même, c'est typiquement l'illustration des ravages de 2002 et de l'UMP. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs, maintenant, ils sont complètement lâchés dans la nature. Et en faisant donc Reconquête avec le R comme Rassemblement pour la République aussi, eh bien, on voit qu'il va aller chasser ses électeurs un petit peu en déshérence. Deux petites formules. Vous savez qu'en politique, on dit toujours que les marches après les 20% dans les élections sont 2 fois plus hautes. Donc autant dans le cadre d'une fonction tribunicienne bien décrite par les politologues, on arrive, quand on est un candidat de talent, à monter à 15-20%, mais 2 fois plus hautes sont les marches après. Ensuite, deuxième formule pour célébrer Jean Jaurès, il faut aller à l'idéal en passant par le réel. L'idéal, c'est un peu, du côté de chez Zemmour, l'illustration d'une France un peu décadente, qu'il faut remettre d'aplomb, etc. Sauf que là, en étant candidat, maintenant, il rentre dans le réel. Et donc, il s'affronte à la réalité des autres candidatures, des électeurs du Marais, etc. Et moi, je voudrais bien que Éric Zemmour explique comment il va récupérer l'électorat du Marais pour pouvoir gagner l'élection présidentielle. Voilà une bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à dévoiler son programme, ses idées concrètes que de nombreux Français, de nombreux autres candidats lui réclament surtout? On dit ok, avoir planté le décor sur l'image de la France qu'on veut reconstruire, c'est bien. Maintenant, nous dire comment on va y arriver, c'est quand même plus précis. Tout à fait. Il faut dire comment on va y arriver et comment on va arriver à avoir plus de 50% des Français. Oui. Il n'est pas obligé. Encore, on fait un parallèle avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a 1 an, était à peu près dans les mêmes intentions de vote que Valérie Pécresse et Éric Zemmour aujourd'hui, et n'avait dévoilé son programme complet qu'à partir de mars 2017. Donc il n'est pas obligé de le faire. Ce qu'il doit faire, en fait, c'est au moins donner des intentions et donner une vision et un cap sur ces différents éléments. Il faut qu'il arrive à décliner. Il a choisi un très beau slogan qui vient de Napoléon Bonaparte, sur Impossible n'est pas français. Et donc, du coup, je pense qu'il essaye de faire, c'est de dire Impossible n'est pas français sur sa question personnelle. Mais comment il arrive à retranscrire ça d'un point de vue collectif, donc sur la question de l'État-nation et de la France, et surtout pour les Français. Quand Napoléon Bonaparte disait « Impossible n'est pas français », c'est qu'il a oublié le reste. Impossible n'est pas français, j'espère que tous les Français pourront devenir un jour maréchal d'Empire, ministre. Et donc lui, c'est pour ça que je parlais de la question sociale, c'est comment il arrive à briser le corporatisme et le fait que selon l'OCDE, il faut 6 générations pour qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen, pour que lui arrive à briser à la fois les questions de corporatisme et le manque de mobilité sociale, donc l'avanceur, ce qu'on appelle le fameux ascenseur social, et la question de la mobilité géographique, c'est sur quoi avait buté Emmanuel Macron en 2017 en disant que le système était cassé à tous les niveaux. Et lui, il faut qu'il arrive à retranscrire ça à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a la question de l'école à refonder dans la mesure où on dépense de plus en plus d'argent et qu'on baisse dans les classements PISA, et pour permettre à chaque Français d'avoir sa chance. Deuxième point, c'est que aujourd'hui, le système des diplômes font que le premier quart de votre vie,
va déterminer les 75% de votre vie restante. Donc comment on fait pour mettre de la mobilité sociale au cours de la vie? Parce que maintenant, avec la démocratisation de l'enseignement supérieur, tout le monde, de plus en plus de personnes ont un diplôme d'enseignement supérieur. Donc comment il fait pour briser ces codes-là? Et après, troisième point, les gens se retranscrivent dans leur village, mais n'arrivent pas à bouger en termes de mobilité. C'est uniquement les personnes de ce qu'on appelle les métropoles mondialisées, donc Paris, Lyon, Marseille, etc., qui arrivent à se bouger. Et donc du coup, les Français, dans leur village et dans les territoires, ce qu'on appelle périurbains, ou la France périurbaine de Christophe Guilluy, n'arrive pas à s'en sortir parce que la politique française est faite pour les grandes métropoles, mais pas pour ces autres territoires. Et lui, il faut qu'il arrive à mettre un lien entre les territoires ruraux, les territoires périurbains et les territoires métropolitains. S'il arrive à faire tout ça, son image changera parce qu'il sera vu comme quelqu'un de complémentaire et de différent par rapport au personnage qu'il avait vendu pendant 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on attend sur son discours. En fait, son meeting doit servir à donner une nouvelle image de lui dans la mesure où il est médiatisé et il va avoir une certaine audience et il doit l'utiliser pour parler à des auditeurs différents plutôt que ce que j'appelais son public classique, restreint, qu'il écoute traditionnellement, qui sont déjà acquis, qui vont voter vraisemblablement pour lui. Alors, je vous laisserai réagir dans quelques minutes sur cette liste d'objectifs à atteindre, selon William Tay pour Éric Zemmour. On va d'abord repartir à Villepinte où se trouve Gauthier. Le maître Gauthier, on n'en finit pas d'attendre cette prise de parole d'Éric Zemmour qui se fait un petit peu désirer. Oui, il a une grosse heure de retard. Il devrait parler aux alentours de 17h30. En ce moment, sur la scène, c'est Jacqueline Moreau, l'ancienne figure des Gilets jaunes, qui prend la parole. Il y a 13 000 personnes ici, dans cette salle du parc des expositions de Villepinte, selon les organisateurs, soit le double du nombre de personnes qu'il devait y avoir au Zénith. Éric Zemmour qui va donc parler pendant 1 heure. Il y a eu un moment un petit peu chaud tout à l'heure, avant que le meeting ne commence. Des journalistes de Quotidien ont été exfiltrés par le service d'ordre parce qu'ils se faisaient huer par la salle. Au premier rang pour écouter Éric Zemmour, on peut citer Jean-Frédéric Poisson qui sera le dernier à prendre la parole avant Éric Zemmour, mais aussi Christine Boutin qui est là pour écouter Éric Zemmour. Merci beaucoup Gauthier Lebret, merci à Sacha Robin qui nous permet de vous avoir en direct de Villepinte. Donc on parle donc des militants et de 400 journalistes accrédités. Et ça en dit long aussi sur ce personnage très clivant certes, mais qu'on vient écouter, qu'on vient voir, qu'on vient couvrir. Oui, bien sûr, et effectivement, on l'a vu, Éric Zemmour, depuis le début de cette campagne, c'est un peu l'objet médiatique. C'est à la fois celui qui débarque en politique, alors que les autres sont déjà plutôt installés, avec ce rôle de polémiste, Tony Truant, et puis avec ce suspense aussi autour de sa candidature. Donc forcément, il y a eu aussi toute une histoire qui a été racontée autour d'Éric Zemmour pour faire monter le suspense finalement jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement, il y a beaucoup de médias français, évidemment, comme c'est le cas dans tout ce genre de meeting, mais aussi de médias étrangers, parce que on le voit aussi, ces meetings n'intéressent pas que la presse nationale, évidemment. Excusez-moi Élodie Huchard, il va falloir qu'on vous fasse une courte pause. Évidemment, vous restez avec nous pour qu'on continue de profiter de vos lumières juste après.